Mesdames et messieurs, bonsoir. Merci d'avoir choisi RTI1 à la une de ce 20h. Le Conseil des ministres condamne fermement les violences liées au congé anticipé. Les auteurs sont visés par des sanctions. Les membres du gouvernement réunis autour du président de la République pour le Conseil des ministres ont évoqué d'autres sujets comme le recensement général de la population et de l'habitat. Cela fait 28 ans que le président Félix Houphouët-Boigny n'est plus. À l'occasion de la célébration de l'anniversaire de sa disparition, le président Alassane Ouattara lui a rendu un hommage. 28 ans après, ses œuvres continuent de parler pour lui. Houphouët-Boigny reste un modèle pour la Côte d'Ivoire et pour l'Afrique. Le garde des Sceaux, ministre de la Justice et des Droits de l'Homme, présente 2 projets de loi au Sénat à Yamoussoukro, notamment les mesures de protection des victimes de viol. Sansan Kambil est par ailleurs revenu sur le débat relatif à l'orientation sexuelle qui fait l'objet d'un amalgame sur les réseaux sociaux. Angela Merkel part. L'Allemagne tourne une page d'histoire ce mercredi 8 décembre. La grande chancelière passe la main à un homme après 16 ans d'exercice. Le social-démocrate Olaf Scholz devient chancelier à la tête d'une coalition. Soyez les bienvenus sur RTI1. Il y a eu Conseil des ministres aujourd'hui, 8 décembre. Le gouvernement, réuni autour du président de la République, Alassane Ouattara, a planché sur la vie de la nation. Plusieurs sujets ont été évoqués, entre autres les violences liées au congé anticipé, violences condamnées fermement par le Conseil qui a pris des sanctions, le recensement général de la population et de l'habitat, l'autosuffisance en protéines animales était également au menu de cette réunion, nous rapporte Awatori. La Côte d'Ivoire vise l'autosuffisance en protéines animales. Le Conseil des ministres ce mercredi 8 décembre, présidé par le chef de l'État, le président de la République Alassane Ouattara, a adopté un ensemble de projets qui concourent à l'atteinte de cet objectif. L'ensemble de ce dispositif vise notamment à éradiquer les pratiques illicites de pêche dans les eaux sous juridiction nationale, ce qu'on appelle généralement notre zone économique exclusive, d'assurer l'efficacité des activités de suivi, de contrôle et de surveillance des pêches et contribuer à la conservation des ressources halieutiques, mais également améliorer la productivité halieutique et garantir la sécurité alimentaire. Le Conseil a également examiné les conclusions des travaux d'analyse des préoccupations soumises par le secteur privé à l'issue du séminaire gouvernemental d'avril 2021. La réduction des délais de paiement des créances des entreprises sur l'État et la mise en place d'un système intégré de traçabilité. La sécurité juridique et judiciaire de l'investissement privé, la lutte contre la corruption et le renforcement de la bonne gouvernance, la lutte contre la fraude, la contrefaçon, la contrebande et la concurrence déloyale. En vue d'encadrer la croissance du pôle urbain, le gouvernement a autorisé la réalisation du plan d'urbanisme directeur des chefs-lieux de département et de région, ainsi que la délimitation des terroirs et des villages de la ville d'Abidjan. Il s'agit à terme de répertorier et de cartographier tous les villages du district autonome d'Abidjan qui sont estimés à environ 189 afin d'assurer une meilleure gestion du foncier et de prévenir les conflits fonciers intercommunautaires. Ce projet est prévu sur la période 2021-2023 pour un coût global de 1,2 milliard de francs CFA. Le Conseil des ministres s'est par ailleurs prononcé sur les violences en milieu scolaire liées au phénomène des congés anticipés. Pour quelque marginal que puisse être le phénomène, il est intolérable, il est inacceptable. Et des consignes ont été données pour que des sanctions administratives soient prises allant de l'exclusion temporaire à l'exclusion définitive en cas de récidive. Il pourrait s'en suivre donc des sanctions judiciaires. Et puis, le recensement général de la population et de l'habitat. Le Conseil a autorisé une autre phase de prolongation et de ratissage jusqu'au 14 décembre. Le ministère du Plan estime environ 3 millions de personnes encore à recenser
afin que ces objectifs soient atteints. Sur Abidjan, il y a encore quelques difficultés dans certaines communes, notamment Cocody, Marcory, Zone 4, Port-Boué et Bingerville, mais l'on note qu'il y a de plus en plus d'engouement aujourd'hui autour de ce recensement. Cette phase de prolongation du ratissage sera la dernière et nous pensons qu'à l'issue, nous aurons atteint donc nos objectifs. Notons que la 6e édition de la Semaine nationale des arts et de la culture est prévue pour se tenir du 16 au 22 décembre à Yamoussoukro. Pays invités, le Burkina Faso, le Mali, la Guinée et le Maroc. Cela fait 28 ans que le président Félix Houphouët-Boigny n'est plus. Le père fondateur de la Côte d'Ivoire moderne s'en est allé ce 7 décembre 1993. Les Ivoiriens et tous les Africains ne l'oublient pas. À l'occasion justement de la célébration et de l'anniversaire de sa disparition, le président Alassane Ouattara lui a rendu un hommage. Même parti de ce monde, ses œuvres continuent de parler pour lui. Houphouët-Boigny reste un modèle pour la Côte d'Ivoire et pour toute l'Afrique. Michel Digré nous explique en suit ensemble. Le 7 décembre 1993, Félix Houphouët-Boigny décède à Yamoussoukro à l'âge de 88 ans. À la faveur du 28e anniversaire de sa mort, le président Alassane Ouattara, dans un tweet, salue la mémoire de Félix Houphouët-Boigny, père fondateur de la nation ivoirienne, qui demeure un modèle pour la Côte d'Ivoire et l'Afrique. Fin de citation. Le général Abdoulaye Coulibaly, ex-pilote de Félix Houphouët-Boigny, revient sur cette douloureuse journée du 7 décembre 1993. À notre grande surprise, à la prise d'armes au plateau, le président, le Premier ministre à l'époque, donc Alassane Ouattara, a passé les troupes en revue et nous a demandé d'aller à Yamoussoukro avec lui. Et moi, c'est à l'arrivée à Yamoussoukro que je me suis rendu compte que le président était décédé le matin. Moi, je ne savais pas. Heureusement, puisque je ne sais pas comment j'aurais pu faire le vol avec lui si j'avais été prévenu avant. J'avoue que pendant au moins deux ou 3 heures, il s'est passé beaucoup de choses dans ma tête, des souvenirs. J'ai quand même pu faire le vol retour avec le président Ouattara. Et je crois que ça a été également la fin de ma carrière aéronautique. Fin d'une carrière aéronautique bien remplie auprès de Félix Houphouët-Boigny, passionné de sport mais surtout de boxe. Seya Robinson raconte comment sa carrière décolle après sa rencontre avec Houphouët. En 1973, j'ai gagné un Italien, Riga, il s'appelle Riga, au chaos. C'est ainsi que le grand supporter de la boxe, Félix Houphouët-Boigny, m'a invité à son bureau. Quand je suis parti, il m'a félicité. Voilà, c'est comme ça que ça a commencé. Quand Cassius Clay boxait au Zaïre, en 1974, contre Foreman, il m'a déplacé pour aller regarder ce combat au Zaïre. Ici où je suis, c'est lui qui m'a aidé à payer la maison. L'ancien directeur des plantations d'Houphouët témoigne également de sa générosité. Il me dit, Sissoko, voilà, je veux faire des grandes plantations, mais je veux faire du social. Je n'ai pas besoin d'argent. Si c'est l'argent, je vais dégager un coin à Abidjan, je vais mettre des villas et puis je vais avoir l'argent. Mais je vais faire du social, c'est pour vous tous. Un jour viendra, vous allez être actionnaire avec mes enfants sur ces plantations-là. Donc, la forêt est là, les machines sont là, faites-moi savoir ce que vous savez faire. Voilà comment je me suis donné moi aussi tous ces manguiers que tu vois là, 300 hectares manguiers, 300 hectares avocatiers. À chacun son héritage, le général Coulibaly garde le sien avec soin. Alors ce fauteuil est celui
qui était dans l'avion présidentiel en 1993. Et après 6 ans d'utilisation, le président Houphouët-Boigny nous a autorisé à changer le fauteuil. Alors j'ai demandé, bien sûr, je lui ai demandé à avoir ce fauteuil chez moi. Et il a accepté. Et je vois que, vous pouvez le constater, il est encore solide. Et c'est un fauteuil qui a été utilisé par le président Houphouët pendant 6 ans. Houphouët le généreux, Houphouët le bâtisseur, Houphouët l'homme de paix, un lourd héritage aujourd'hui perpétué par le président Alassane Ouattara pour le rayonnement de la Côte d'Ivoire. Voilà, Houphouët-Boigny, grand artisan de la paix, 28 ans après la Côte d'Ivoire, ne l'oublie pas, c'était l'hommage au premier président ivoirien, le président Houphouët-Boigny, c'était le reportage signé Michel Digré. Je vous conduis à présent à l'Assemblée nationale où s'est tenue une séance d'information parlementaire aujourd'hui. Le directeur général de l'autorité de radioprotection, de sûreté et sécurité nucléaire s'est prononcé sur la radioprotection, enjeux et défis pour la Côte d'Ivoire. Il a expliqué aux députés les rôles et missions de sa structure. Konaté Moussa nous en dit plus. Séance d'information parlementaire avec l'autorité de radioprotection, de sûreté et de sécurité nucléaire. Face aux députés, le directeur général de la structure expose sur les dangers des rayonnements ionisants. Il faut mettre des conditions idoines de sécurité et de sûreté autour de ces sources pour ne pas qu'il y ait des dommages à la santé de la population. Des effets tardifs, des faibles doses, nous pouvons avoir la cataracte, nous pouvons avoir la radiodermite et d'autres cancers dus au rayonnement. Des informations sur l'utilisation des rayonnements ionisants, bien accueillies par la Commission de la recherche, de la science, de la technologie et de l'environnement de l'Assemblée nationale. La structure qui est venue vers nous est une structure qui n'était pas très bien connue, alors que c'est une structure hautement stratégique. On nous a même dit que même pour faire le bitume, il y a des appareils qui émettent des rayonnements ionisants. Donc tout ça était pour nous plus ou moins nouveau. Nous l'avons compris et nous avons besoin donc de nous l'approprier et de faire de la sensibilisation. Dans sa vision, l'organe de régulation veut être une référence en matière de sécurité nucléaire. Il sollicite donc l'appui de l'hémicycle. Ils nous ont donné des pistes de travail, ce qu'il faut faire. Ils ont posé beaucoup de questions qui peuvent nous aider dans nos activités. Ce que nous voudrons auprès d'eux, c'est de nous soutenir pour les textes que nous allons amener à l'Assemblée. L'autorité de radioprotection, de sûreté et sécurité nucléaire a été créée en octobre 2013. Sa mission, renforcer la protection de la population, des biens et de l'environnement face au risque des sources de rayonnement ionisant. Et de l'autre côté, à la Chambre haute du Parlement, le garde des Sceaux a fait aussi son exposé. Sanson Kambili a présenté 2 projets de loi devant les sénateurs. C'était à Yamoussoukro, notamment les mesures de protection des victimes du viol. Le garde des Sceaux est par ailleurs revenu sur le débat relatif à l'article 226 sur les discriminations. Il a recadré le débat sur l'orientation sexuelle qui fait l'objet d'un amalgame sur les réseaux sociaux. Kader Sogodogo depuis Yamoussoukro au Sénat. Sanson Kambili au Sénat. Le garde des Sceaux, ministre de la Justice et des Droits de l'Homme, est un habitué des lieux. Il n'hésite pas à répondre à toutes les préoccupations des sénateurs. L'actualité récente a été marquée par une prétendue loi visant à légaliser l'homosexualité en Côte d'Ivoire. La question lui a été posée. Le 28 octobre dernier, j'ai présenté à la Commission des Affaires générales et institutionnelles un projet de loi modificatif du Code pénal. Et en son article 126, ce projet de loi réprime les discriminations. Il faut qu'on soit clair, il s'agissait de réprimer les discriminations. Et parmi les cas de discrimination, on faisait référence à l'orientation sexuelle. Certains députés, lors des débats, ont estimé que l'orientation sexuelle correspondait à l'homosexualité. En tant que représentant du président de la République et du gouvernement, il ne s'agissait pas de faire adopter un texte à polémique. Non,
il s'agissait de faire passer un texte qui soit perçu et compris par tous de façon égale. Nous avons donc suggéré la suppression du terme orientation sexuelle par un amendement que nous avons proposé nous-mêmes aux députés. C'est pour ça que la reformulation a consisté à ajouter le terme notamment et à supprimer le terme orientation sexuelle. Mais on n'a pas compris pourquoi est-ce que certaines personnes ont pris cette suppression comme étant l'aveu de ce que le gouvernement entendait de façon insidieuse légaliser l'homosexualité. Les bras m'en tombent. C'est des débats surréalistes et totalement faux. Le temps est certainement venu de se concentrer sur l'essentiel. Nous sommes un gouvernement sérieux et au travail. Vous savez, quelquefois on a le sentiment que certaines personnes trouvent leur bonheur dans la polémique. Mais nous trouvons notre bonheur dans le travail pour nos concitoyens. Donc on n'est pas adepte de la polémique inutile et stérile, d'autant plus que l'amendement est passé et le texte a été adopté à l'unanimité. Si vous voulez parler de mariage homosexuel, ce n'est pas dans le code pénal qu'on fera un mariage homosexuel. On a la loi sur le mariage. Mais alors d'où vient-il qu'on interprète, et certains sont devenus des stars des réseaux sociaux? Vous savez, nous, au gouvernement et surtout au ministère de la Justice, on n'entend pas s'inscrire dans ce genre de polémiques qui sont totalement inutiles, dénuées de tout intérêt. Pour ce passage devant les sénateurs, 2 projets de loi ont été adoptés à l'unanimité. Atteinte à la vie privée, harcèlement moral sont passifs de poursuites judiciaires. L'instauration des mesures de protection efficaces contre les violences domestiques, le viol et les violences sexuelles, autres que domestiques, pour harmoniser les engagements internationaux. Et toujours dans l'actualité judiciaire, le président de la Cour suprême béninoise séjourne dans notre pays. Il a eu des séances de travail avec les hautes juridictions ivoiriennes, notamment la présidente de la Cour de cassation et le président du Conseil constitutionnel, accompagné de hauts magistrats de Côte d'Ivoire. Eric Goré. Victor Dassia Dossou, président de la Cour suprême du Bénin, est en Côte d'Ivoire, moins d'une année après sa nomination à la tête de cette institution. Il est là pour s'abreuver auprès de ces hautes juridictions de la Côte d'Ivoire, la Cour des comptes, puis la Cour de cassation. Les juges béninois comme les juges ivoiriens travaillent sur les mêmes communautés. Nous avons voulu venir ici réchauffer les relations de coopération qui existent si heureusement déjà entre la Cour suprême du Bénin, la Cour de cassation, le Conseil d'État et la Cour des comptes de la Côte d'Ivoire. C'est par le Conseil constitutionnel que le président de la Cour suprême de la République du Bénin a terminé sa visite de travail. Je suis venu m'abreuver à la source d'un homme d'expérience, d'un homme pétri de talent, dont la renommée dépasse les frontières ivoiriennes. Il a été l'un des grands animateurs de ce réseau d'intégration juridique et judiciaire à l'échelle du continent africain que nous appelons Association africaine des hautes juridictions francophones. Victor Dassia Dossou était accompagné d'une forte délégation composée de magistrats. Il a été nommé dans ses fonctions le 10 mars 2021. Il succède à Ousmane Batoka, ancien président de la Cour suprême du Bénin. Au plan agricole, le directeur général de l'Agence pour le développement et de la riziculture était face aux membres du Conseil économique, social et environnemental. L'hôte du CESEC a expliqué aux conseillers la politique rizicole de la Côte d'Ivoire d'ici à 2030 avec comme finalité assurer l'autosuffisance en riz, mais aussi diversifier les besoins en céréales des Ivoiriens. Noël Nyagno nous en dit plus. Le riz constitue une denrée essentielle, voire existentielle, dans les habitudes alimentaires des Ivoiriens. Mieux, la nature a doté la Côte d'Ivoire d'avantages comparatifs pour produire cet aliment essentiel des Ivoiriens. Pourquoi, avec la générosité de la nature qui nous offre de solides atouts en termes de superficie irriguée et de sources d'eau abondantes, malgré ce marché et ses avantages naturels, voici 4 décennies que la Côte d'Ivoire peine à assurer l'autosuffisance en riz des Ivoiriens.
Pourquoi? Que faire pour résoudre cette équation? Le président du Conseil économique et social et environnemental, Eugène Akaoulé, et les membres de la dite institution veulent comprendre cette problématique pour conseiller utilement les décideurs. Personne indiquée pour cet exercice, le directeur général de l'Agence de développement de la riziculture à Dérize, Yacouba Dambélé. Il a parcouru tous les champs, les différentes politiques après la dissolution de la SODERI, la gestion de l'institution ONDR, Office national pour le développement de la riziculture, aujourd'hui à Dérize, sans oublier les difficultés liées à la production et à la commercialisation, à l'encadrement des producteurs et les questions du financement du secteur. Tout a été expliqué et dit aux conseillers, avec à la clé un argumentaire pour conseiller utilement les décideurs. Nous avons un potentiel de 200 000 hectares irrigables. Nous n'avons aménagé que 55 000. Notre objectif, c'est de monter en Afrique à 118 000. Comme ça, on est de moins en moins dépendant de la pluie. Vous avez le mil, vous avez le sorgho, vous avez le fonio, vous avez le maïs. C'est les éléments sur lesquels l'État doit aussi mettre de l'accent pour que la pression soit moins sur le riz et le riz peut se développer de manière sereine. Bien plus, Yacouba Dambélé est venu avec une batteuse à la dimension des petites exploitations villageoises. Le fait que ce soit des Ivoiriens, des jeunes Ivoiriens, qui mettent à la disposition du monde agricole, de la riziculture, cette machine promet. Je pense que cela nous permet d'espérer que nous sommes sur la bonne voie. Voilà, qui permettra à la Côte d'Ivoire de venir à bout de l'autosuffisance en riz avec le concours des conseils économiques, sociaux et environnementaux outillés pour aider à la prise de la décision juste. Et on reste dans le monde paysan pour voir cette visite du ministre des Ressources animales et halieutiques, Sidi Touré, le représentant résident de la FAO, l'Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture. Ils ont passé 72 heures dans la région du Tonkwi. Les deux personnalités, vous allez le voir, ont eu une série de rencontres visant à redynamiser le secteur des ressources animales et halieutiques, comme nous l'explique notre reporter Erboué, qui a suivi la visite de la station d'alevinage de Domplu. Le ministre des Ressources animales et halieutiques, Sidi Temoko Touré, et le représentant résident de la FAO, Organisation des Nations Unies pour l'alimentation, Sami Gaïdji, en visite d'imprégnation à la station d'alevinage de Domplu, près de Mans. Cette station est en train d'être réhabilitée depuis 2019 par la FAO dans le cadre d'un projet. Nous sommes intervenus depuis déjà 1 an et demi et nous allons discuter justement des livrables qui ont été effectués, qui sont assez conséquents pour la promotion de l'aquaculture dans la zone, mais aussi de parler des projets d'avenir pour continuer à dynamiser dans la région des montagnes la production en aquaculture, pisciculture, surtout sur les familles qui sont dans le besoin au niveau économique. Sur près de 600 000 tonnes de poissons que nous devons consommer au niveau national, nous n'en produisons que 17%. Et donc l'alternative trouvée en la matière, au-delà de la pêche qui n'est pas viable en termes de durabilité, c'est d'aller vers la réalisation de champs aquacoles. Et la FAO est un acteur principal qui nous aide à la matérialisation de cette ambition. La FAO a remis des tricycles et des aliments à des groupements piscicoles. Ensuite, cap sur ce qui reste du ranch de Sipilou. La Côte d'Ivoire couvre à peine 48% des besoins de consommation en production animale. L'État veut changer la donne avec l'aide des partenaires. Et il nous faut à cet effet réveiller toutes nos infrastructures, notre patrimoine, qui en son temps avait permis à la Côte d'Ivoire d'atteindre une relative indépendance. Et c'est ce qui a justifié que nous fassions cette visite dans la ferme, le ranch de Sipilou. Et nous avons constaté qu'il y avait des besoins de réaménagement et de réintroduction de notre race locale qui est l'Undama. Il y a un potentiel énorme sur l'élevage et là vraiment on veut comprendre tous les tenants et avenants, les défis qui sont rencontrés et redynamiser ce ranch pour qu'en Côte d'Ivoire on produise local. Et ça c'est toujours dans la thématique de la FAO, la souveraineté alimentaire, la sécurité alimentaire.
Ces visites s'inscrivent dans le cadre de la politique nationale de développement des ressources animales et halieutiques en vue de combler le déficit. Au cours de son séjour, le ministre Sidi Temoko Touré a posé la première pierre d'une unité moderne d'abattage de volailles à Seipleu et d'une ferme de grands-parentaux à Krikouma. Ceci pour la modernisation du circuit de production et de distribution de la filière volaille. Le séjour a pris fin par une rencontre avec les acteurs de la filière des ressources animales et halieutiques de la région du Tonkpi. Et loin donc de ces zones rurales, notez que les portes de la 8e édition du Salon de l'architecture et du bâtiment sont ouvertes à Abidjan. Le ministre Bruno Nabagné-Koné, ministre de la Construction, du Logement et de l'Urbanisme, a procédé hier à l'ouverture de Archibat 2021. Cette biennale des professionnels du cadre bâti se tient cette année autour du thème « La fabrique de la ville aux professionnels », un thème évocateur qui replace le rôle du professionnel du bâtiment au cœur de la construction d'une ville durable. Pour cette 8e édition, 300 exposants, dont plusieurs participants étrangers, sont recensés. Environ 25 000 visiteurs sont attendus à ce salon qui referme ses portes le samedi 11 décembre prochain. Et le monde reste mobilisé contre le coronavirus. Voyons les chiffres du jour en Côte d'Ivoire. On reste vigilant. Ce mercredi 8 décembre, on dénombre en Côte d'Ivoire 13 cas positifs sur 2083 échantillons prélevés, soit 0,6% de cas positifs, 19 nouvelles guérisons et 0 décès, 236 cas actifs, plus de 4 millions de personnes se sont faites vacciner à ce jour. Faisons-nous tous vacciner, préservons notre santé et celle des autres. L'ambassade de France en Côte d'Ivoire fait don à l'ONPC, l'Office national de la protection civile. Le don a été remis, vous allez le voir, au ministre de l'Intérieur et de la Sécurité et est d'une valeur de 55 millions de francs CFA. Ce don est composé de matériel de secours, de matériel nautique et informatique. Angela Diallo, Sidonie Davila pour le reportage. C'est avec un sentiment de joie que les agents de l'Office national de la protection civile ont reçu du matériel de secourisme, du matériel nautique et informatique. Au nom de l'ensemble des pompiers, je voudrais vous adresser l'expression de notre gratitude et souhaiter que ce partenariat que la France et la Côte d'Ivoire ont noué se poursuive pour le bonheur de l'ensemble de nos populations. C'est du matériel de secours d'une valeur de plus de 50 millions de francs CFA, comprenant entre autres des tenues de sauvetage, des ordinateurs, des sacs de premiers secours, offerts par l'ambassade de France aux acteurs de la protection civile. Je suis aujourd'hui ravi de pouvoir remettre à l'ONPC un ensemble de matériel. Il s'agit de matériel de secourisme, pour la formation des pompiers, l'armement des centres de secours. Il s'agit également d'équipements informatiques destinés à la future salle de gestion interministérielle de crise. Ce don s'inscrit dans le cadre de la coopération qui existe entre la Côte d'Ivoire et la France. Ce partenaire n'est pas à sa première action en faveur de la sécurité des populations ivoiriennes. Au-delà de l'appui en équipement que nous saluons, la coopération française continue d'appuyer l'ONPC dans la formation et le renforcement des capacités des pompiers civils. Le défi qui s'impose à nous est de mettre en place une protection civile forte, capable de développer la préparation nécessaire et la réponse optimale face aux risques et à toutes sortes de catastrophes. L'Office national de la protection civile détient 30 centres de secours d'urgence implantés dans les différents chefs-lieux de région de la Côte d'Ivoire. Nous partons pour Dakar, au Sénégal, où le Forum international sur la paix et la sécurité a refermé ses portes hier après 48 heures de travaux. Question centrale abordée lors de cette 7e édition, la résilience et la relance économique des États africains dans un monde post-Covid-19. Les défis sécuritaires n'ont pas aussi échappé au débat. Mama Traoré, depuis Dakar, au Sénégal. Durant ces 48 heures d'assises, le 7e Forum international de Dakar sur la paix et la sécurité en Afrique n'a pas failli à sa vocation.
celle de réfléchir et d'échanger pour proposer des solutions aux maux sécuritaires qui minent le continent. Par exemple, sur le sujet brûlant du terrorisme qui gagne en ampleur, des remèdes sont préconisés. Si vous avez des populations qui vivent dans des conditions socio-économiques très précaires, vous générez de l'insécurité. Donc, la première condition, c'est qu'il faut que les États africains soient en mesure d'avoir des forces de défense et de sécurité crédibles pour faire face déjà à baisser la violence à son niveau le plus bas pour permettre après l'entrée en œuvre des autres instruments qui sont d'ordre économique, politique, diplomatique. À ce forum de Dakar, on a aussi abordé sans tabou les dossiers qui ont fait l'objet de tensions ces dernières semaines, notamment la présence des forces militaires étrangères sur le continent. L'état final recherché des missions d'entraînement de l'Union européenne, c'est précisément cela, c'est d'aller vers l'autonomisation complète des forces armées, donc de les aider à développer les outils pour pouvoir agir en totale autonomie vis-à-vis des problèmes sécuritaires auxquels ils sont confrontés pour apporter eux également leur pierre à l'édifice étatique. Cet objectif d'autonomisation des forces militaires africaines ne se fera pas sans moyens financiers, un défi rendu complexe par la survenue de la pandémie de la Covid-19 qui a largement dominé les débats à ce forum. Pour une relance économique rapide, les participants au forum de Dakar plaident pour relever de 33 à 100 milliards de dollars la part de droits de tirage spéciaux promise par le Fonds monétaire international aux États africains. Après l'effort, la récompense, la 9e édition de la cérémonie de distinction des meilleurs acteurs de l'émergence a eu lieu ce week-end. Et Lassana Ouattara, conseiller technique du président Ouattara, Alassane Ouattara et 6 autres personnalités de la sphère politique, économique et culturelle ont été distingués. Lassana Ouattara, député de Korogo, a été désigné, vous allez le voir, homme de l'année 2021 par le réseau des communicateurs de l'émergence. Serge Pacom Didi, Abou-Sango. Lassana Ouattara, conseiller technique du président de la République Alassane Ouattara, désigné homme de l'année 2021 pour toutes ses actions sociales à travers la Côte d'Ivoire. Lors de la 9e édition des prix Record, une cérémonie de distinction des meilleurs acteurs de développement. Outre le collaborateur du chef de l'État, des opérateurs économiques, des chefs d'entreprise nationales et internationales basés en Côte d'Ivoire ont été honorés. Aux côtés du président de la République, il traverse toutes les contrées de Côte d'Ivoire pour apporter son soutien à tous ceux qui sont en détresse, à toutes les couches vulnérables. Le mérite des acteurs culturels a été également reconnu. Ainsi, Obamso a reçu le prix de la meilleure révélation coupé décalé, rythme musical ivoirien. Le Zouglou avec l'artiste Yabongo Louva est reparti avec le prix du meilleur artiste Zouglou. Ça fait toujours plaisir de recevoir une distinction. Ça veut dire qu'il y a un travail qui est suivi. Donc on est fiers, on remercie les organisateurs. Ce prix, spécialement, c'est pour tout le Zouglou. La palme d'or de cette distinction des meilleurs acteurs de l'émergence est revenue à Lassana Ouattara, qui a dédié son prix au président de la République, Alassane Ouattara. Merci au président de la République, Alassane Ouattara. Ce prix est dédié à mon grand frère, le premier ministre Amadou Koulibaly. Ce sont au total 7 personnalités de la sphère politique, économique et culturelle qui ont vu leurs efforts pour l'émergence de la Côte d'Ivoire célébrés par le réseau des communicateurs de l'émergence, Record. Les nouvelles, malheureusement, ne sont pas bonnes pour la MINUSMA au Mali. Ce mercredi 8 décembre, un convoi de la mission de l'ONU dans le pays en partance pour Sévaré, dans la région de Bandiagara. Au centre a été un engin explosif. Le bilan est lourd, 7 casques bleus tués. Et l'engin a explosé au passage de leur convoi. 3 autres sont grièvement blessés. Et selon l'ONU, depuis 2012, le Mali fait l'objet d'attaques répétées des groupes djihadistes affiliés à Al-Qaïda et à l'organisation État islamique, doublé de violence contre les civils. Angela Merkel part, l'Allemagne tourne une page d'histoire ce mercredi 8 décembre. La grande chancelière passe la main à un homme après 16 ans d'exercice. Pour la 3e fois donc dans l'histoire du pays depuis la fin de guerre, un social-démocrate, Olaf Scholz, devient chancelier à la tête d'une coalition. Le successeur d'Angela Merkel sera donc à la tête d'un gouvernement de coalition inédit composé des sociaux-démocrates, SPD, des Verts et des libéraux. Ils dirigeront le pays pendant 4 ans.
Vous l'avez bien tous compris, ce journal est terminé. Merci de l'avoir suivi. Demain 20h, vous avez rendez-vous avec Kolo Koulibaly. Mais ce soir à 23h, retrouvez Abdoulaye Koné. Très belle soirée. Prenez soin de vous et à très bientôt.